Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, on est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La semaine a été intense, agitée dans le monde du foot, sur la planète foot. Et du coup je suis très content de retrouver mon poteau Stan pour faire un sujet un peu plus calme. On se pose tranquillement après un premier quart, presque un premier tiers de la saison. On va faire un petit bilan sur les équipes qui nous intéressent, les équipes qui nous ont un peu marqué sur ce début de saison. Et bon, bah, bien sûr, pour m'accompagner, Stan, comment ça va? Et est-ce que Rodri Ballon d'Or, c'est un scandale? Non, franchement, tu sais, on va en parler parce que voilà, tout le monde sait qu'à ce stade-ci de l'année d'habitude, autant on doit élire le meilleur, on doit élire aussi le plus nul. Donc on va en parler dans le tocard d'or un peu, si c'est scandaleux ou pas. J'ai vu ta vidéo, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'invite tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Willou d'aller se poser tranquillement. Et puis c'est le genre de vidéo, si tu es stressé par le Ballon d'Or, si tu es fâché par le Ballon d'Or et tout ça, prends une tisane. Franchement, prends une tisane. Les gens de vidéo, tu regardes avec une tisane, tu regardes pas ça avec un café, pas ça avec tout ce qui peut t'exciter, pas de caféine, tout ça. Prends une bonne petite tisane. Je te conseille un petit citronnelle, je sais pas moi, un citronnelle menthe, machin, tu vois, genre, Willou, il connaît bien les bails d'Asie du Sud-Est, là, tu vois, les bonnes petites tisanes, là. Relax. Yeah, donc, ouais, mais grosse semaine, hein, beaucoup d'émotions. Les gars, on m'a insulté ici pour rien, moi, j'ai pas compris comment j'ai pris des insultes. Comme si c'était moi qui donnais le Ballon d'Or. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, je suis déçu, on n'a pas encore il y a eu quelques votes qui ont filtré un peu, genre les votes absurdes et tout, mais j'attends d'avoir le total de points. Vraiment pour qu'on puisse savoir vraiment à combien de points ça s'est joué, parce que je pense que c'était pas beaucoup. Mais le Ballon d'Or, franchement, ça c'est hier. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on fait un petit bilan, on essaie d'aller un petit peu partout en Europe et parler d'équipes à suivre, d'équipes qui nous ont un petit peu tapé dans l'œil et qu'on n'attendait pas forcément là. Donc je vais commencer et bon, moi j'ai passé, il y a quelques années maintenant, j'ai passé une Saint-Valentin extraordinaire avec ma copine à l'époque à Florence, la magnifique ville de Florence, en février en plus, c'est pas mal, il n'y a pas trop de touristes, vraiment je conseille. C'est superbe et on n'a pas été au stade Artemio Franchi, ça n'aurait pas été très Saint-Valentin. Mais par contre, la Fiorentina et sa magnifique splendide tunique violette est en train de faire un début de saison assez kiffant. Ils jouent ce soir là, donc bon, peut-être ils vont prendre 5-0 ce soir et la vidéo sortira pas, mais ils jouent ce soir contre le Genoa. En attendant le match de ce soir, ils ont une seule défaite en 9 matchs, ils sont 5e, s'ils l'emportent ce soir, ils passent 3e, à égalité de points avec l'Atalanta, genre devant la Juve par exemple, et ils sont sur 5 victoires, toutes compétitions confondues, sur leurs 5 derniers matchs. Milan, qu'ils ont battu 2-1, Lecce, ils sont allés leur mettre 0-6 en déplacement, Saint-Gall en Conference League 4-2, la Roma, là c'était le tout dernier match 5-1, et par exemple dans ce match contre la Roma, qu'ils ont battu 5-1, Moise Kean a marqué un doublé, il est de retour, franchement très kiffant, avec toujours les qualités qu'on lui connaît un petit peu. Spalletti a dit il a pris en maturité, parce que du coup il l'a appelé avec la sélection italienne, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, le petit Moise Kean sympa. Ils ont des joueurs comme Gudmundsson par exemple qui est top, ils ont pris Robin Gosens, ils ont pris Yacine Adli, ils ont dans les buts David De Gea qui a fait un peu une Chesney aussi, qui lui aussi est revenu, maintenant c'est le gardien de la Fio. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Le petit Amir Richardson, on en avait parlé je pense Stan, oui, tu m'en avais parlé ouais. Dans une draft je pense, ou un truc c'est ça, ouais, milieu de terrain à l'époque, Le Havre, là voilà, il est à la Fio, il joue pas énormément, mais ils ont des petits joueurs par-ci par-là. Ils ont un latéral brésilien je pense, Dodo, pas de PES, pas de la Ligue des Masters, mais qui est le latéral avec le plus de... Hein? C'est pas l'ancien c'est peut-être l'ex du Shakhtar, ouais c'est possible. Et c'est le joueur avec le plus de possession progressive en Italie, par exemple, un de leurs latéraux. Donc ils ont des bons petits joueurs un peu partout, et ils ont totalement mis à plat leur structure. Fin d'année dernière, nouveau CEO, fin d'année dernière aussi, début de saison, nouveau directeur sportif, et du coup nouvel entraîneur, Raphaël Palladino, qui fait vraiment un super taf. Donc c'est la 3e meilleure attaque de Serie A. La Fio, c'est une des historiques sœurs du foot italien, mais ça fait un moment là qu'on les a pas vus à un haut niveau. Moi je me souviens fin des années 2000, Champions, même contre l'OL, il y avait quelques matchs intéressants. Ça me fait plaisir de revoir la Fio haute, et on verra si ça tient toute la saison, mais pour l'instant je les mets dans ce top 10.
Ah, la Viola, c'est ça, non? C'est ça, bien sûr. Non, non, c'est pas mal. Moi, j'ai toujours aimé. C'est vrai qu'ils ont un bon flow, ils ont un beau maillot. Je savais Ouais. pas que c'était un bel endroit romantique. Franchement, tu m'apprends des choses. À Florence, ouais, magnifique ville. Ouais, Firenze. c'est comment? C'est un peu, il y a des cours d'eau, des genre comme C'est un peu genre c'est une des l'imaginaire que j'ai un grandes peu. villes un peu historiques de la Renaissance. Donc c'est la ville italienne avec des bâtiments splendides, mais assez denses, des petites rues, des canaux aussi. Enfin, deux fleuves si je dis pas de bêtises, mais Ok. un surtout. Un peu comme Lyon avec genre une partie de la ville qui est en surplomb sur la partie ancienne. Avec voilà l'Oltrarno. L'Arno c'est le fleuve, l'Oltrarno c'est la rive, où tu as une magnifique vue sur la ville. Donc tu as pas mal d'Airbnb là que tu peux louer, qui donnent Nice. sur la ville devant toi comme ça. Le Duomo, par exemple, qui est un des grands bâtiments de Florence. Et c'est la ville, si je dis pas de bêtises, bien sûr, de la famille de mécènes italiens, les grands, les légendaires, les historiques, dont je viens d'oublier le nom là. Mais les grands mécènes italiens, une grande famille italienne de banquiers, si je dis pas de bêtises, qui a financé beaucoup d'artistes et tout. Magnifique ville, je conseille. Les Médicis, bien sûr. Non, c'est cool parce que je regarde ça et je me dis, ouais, non, t'as tellement bien romantisé l'affaire parce que moi aussi, en parlant de toutes ces équipes-là qui sont intéressantes à suivre, effectivement, comme tu as eu l'occasion de me dire, hein, je pense que depuis le début de la saison, on suit certains grands, donc on sait déjà ce qui se passe, ou certains gros, ou en tout cas les plus populaires, on sait déjà ce qui se passe et tout. Mais il y en a d'autres qui sont là en soum-soum en train de bien travailler. Et c'est pour ça que je voulais que tu me parles un peu de Florence parce que on n'a peut-être pas choisi les mêmes coins de l'Italie. C'est-à-dire que toi, tu es un peu plus glamour. Franchement, toi, tu peux aller, non, tu peux aller passer, D'accord. va passer, Je vois où tu vas, je crois. va passer, je dis bien, le 14 février à Naples, tu vas voir ce qui va se passer là. Parce que c'est l'amour qui va te trouver. C'est pas la même vibe. C'est pas la même vibe. Haute vibe. C'est pas la même vibe. Et ça rend ça intéressant parce que ça nous montre aussi à quel point finalement, ce championnat italien là, cette semaine j'en parlais et j'étais un peu, je me sentais un peu mal en fait, tu vois, parce que j'ai mis ma concentration sur un classico, alors que j'aurais pu en fait finir plutôt ma journée si j'avais mis ma concentration sur le match de la Juve, tu vois. Inter Juve, ouais, bien Ouais, sûr. Super match. qui était beaucoup plus intéressant en rétrospective quand tu vois le résumé et tout, tu dis ouais, il s'est passé beaucoup plus de choses, il y avait beaucoup plus de matière en fait, tu vois, que ce classico-là, que ce classique en France et tout. Donc ça montre à quel point la Serie A est en train de vraiment de se gérer depuis ces dernières années, championnat super intéressant avec des champions différents à chaque fois, des champions qui ont de temps en temps du mal à conserver leur titre et c'est le cas du Napoli. Et ça me permet voilà de parler de cette équipe de Naples là qui est en train de faire un très bon début de championnat. Mais qui est tout simplement, j'ai envie de dire, surprenante un peu. Pourquoi surprenante? À l'image du championnat italien. C'est-à-dire qu'on a vu ici l'AC Milan être champion, on pensait qu'ils allaient continuer, ils sont tombés. On a vu ici l'Inter être champion, on pensait qu'ils allaient continuer, ils n'ont pas gagné. Bon, c'était un peu plus proche. On a vu ici Naples être champion, on pensait qu'ils allaient continuer, ils ont fini 10e. C'était un scandale. Franchement, je veux dire, ça a été un scandale la saison passée, ce qui s'est passé au Napoli. Donc voir cette année un Naples qui revient au top, qui est au top de la Serie A, qui est en train peut-être d'essayer d'envisager, de se dire on va aller chercher peut-être un Scudetto et tout avec un nouveau coach, c'est intéressant. Ouais. Ça te permet un peu de regarder de là où ils viennent parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont peut-être oublié, mais c'est vrai que l'année passée tu avais Rudy Garcia. C'est-à-dire que t'as Rudy Garcia qui arrive. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle le coach de l'Italie? Prend l'Italie. Spalletti prend l'Italie. En fait, Spalletti aussi, il vise l'euro. Je comprends. Je sais pas si on peut lui en vouloir réellement. J'imagine que l'Italie est ouverte. C'est une opportunité qui est quand même une opportunité qui est incroyable. T'as une compétition européenne en plus qui s'en vient. Oui, c'est vrai que tu viens de gagner un titre avec le Napoli. Est-ce que tu peux le refaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sentait qu'il pouvait le refaire? Je ne sais pas. Mais il s'en va. Et donc derrière, ils sont obligés d'aller chercher un coach. Ils vont chercher Rudy Garcia. Rudy Garcia, on le connaît. À Rome, moi je me rappelle comme si c'était hier, quand en 2012 là, il fait les 10 matchs, 10 victoires. On pensait qu'il allait être champion. C'était une dinguerie. Ils avaient eu 30 points. Lui, ils avaient fait 10 matchs, 10 victoires.
Un truc comme ça. L'époque de Pjanic à la Roma. Ouais, c'était 2012. J'étais à l'université. C'était 2012, 2013, genre un truc comme ça. Genre, je me rappelle, c'est Rudy Garcia, AS Roma. Il arrive, il dead le game. Je vais jamais oublier ça, en fait. Donc, il construit un peu cette légende-là où il finit deuxième, je pense, hein, si je ne m'abuse, cette année-là. Il construit un peu cette légende-là par rapport à cela. Bon, Rudy Garcia est-il vraiment un coach qui peut faire avancer une équipe, qui peut faire évoluer une équipe? Dès qu'il est arrivé à Naples, on a vu que c'était compliqué. Moi, je me rappelle la saison passée, même période, on nous disait que Vara était fâché parce qu'il sortait, que Osimhen était fâché parce qu'il y avait eu changement, que machin et tout, qu'il y avait eu des problèmes dans le vestiaire. Ça a été difficile. Il est parti, Mazzarri est arrivé, ça n'a pas été plus facile. Parce que franchement, moi, Mazzarri, tu me dis Mazzarri, je pense à Watford. Je sais pas, on n'a pas les mêmes références peut-être par rapport à Walter Mazzarri. Moi, je pense plus à des Watford et des trucs comme ça. Ça n'a pas plus fonctionné. Fait assez cocasse, l'année passée, Naples, ils ont quand même eu un coach qui a été intérim entre équipe nationale et club. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était attends, c'était qui déjà? C'était la Slovaquie, non? Ouais, Slovaquie. Ouais. Wesh. Mais en même temps, Naples et la Slovaquie, il y a un lien super fort. Marek Hamšík, bien sûr. Oui, Lobotka, mais aussi, il y avait Lobotka qui jouait pour les deux. Tout à fait. Ouais, mais c'est des trucs de FIFA, Willou. Franchement, c'est quand tu joues à FIFA. D'accord, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux. Je me souviens quand je faisais la vidéo de retour sur la Slovaquie, mais par contre, du coup, la Slovaquie jouait super bien. Dans le 4-3-3 napolitain, classique, avec Lobotka point de basse et tout. C'était pas mal. Donc du coup, une équipe qui a vraiment évolué de fou. Remonté, ouais. Non, quand tu vois tout ce qui s'est passé à Naples, tu te dis, mais c'est pas comme si c'était... J'ai l'impression qu'Osimhen, c'était avant-hier. C'est avant-hier, Osimhen. Lukaku, 4 buts, 4 passes, là, sur le début de saison en Serie A, il est en feu. Qui vient d'arriver, et Lukaku qui est vraiment l'enfant de Antonio Conte, je pense, hein, parce que bon, comme ils ont dit, il l'a eu un peu partout, il a trimballé un peu partout, et c'est vrai. Lukaku qui arrive est automatiquement efficace. Mais au-delà de cela, même, c'est la manière à laquelle Naples joue, en fait. Tu vois, quand tu regardes Naples jouer cette saison, tu vois que le gars, il tente des systèmes. En fait, il est à l'aise. Moi, je retrouve un Antonio Conte, un peu comme le Antonio Conte, après 5 journées de Première Ligue, à Chelsea, l'année où on gagne le titre. C'est-à-dire, ça lui a pris 5 journées après qu'on l'ait tapé, nous, Arsenal, je pense qu'on avait tapé 3-0, un truc comme ça, et genre, il pète un câble dans sa tête, et il se dit, ouais, non, c'est pas possible. Et il commence à faire des changements et tout. Et il se lâche, en fait, tu vois. Et là, tu vois des Victor Moses là-bas qui font des saisons incroyables, des Marcos Alonso, des tout. Et là, je vois un Naples qui, ce week-end, joue à 4 défenseurs. De temps en temps, il joue à 3 défenseurs. Ce qui te permet d'avoir un Di Lorenzo face à certains adversaires où il se lâche beaucoup plus offensivement et on sait ce qu'il peut apporter. Donc, franchement, moi, je vois une équipe napolitaine qui, avec un coach qui, je sais pas, il est intéressant. Moi, je trouve qu'il est intéressant, le Antonio Conte. Il a eu assez de temps pour se reposer aussi parce que entre Tottenham et Naples, il y a eu quand même un petit bout de temps où à un moment donné je me demandais même où était Antonio Conte. Ouais, je pense qu'il est frais, je pense qu'il y a moyen cette saison quand tu vois que l'AC Milan ils sont tocaresques, ça se joue peut-être entre voilà l'Inter, la Juve, Naples, et Naples joue l'Atalanta ce week-end aussi, donc on va voir. Ça va être un très très gros match. Naples joue l'Atalanta dimanche et le dimanche d'après l'Inter. Deux énormes matchs de Serie A. S'ils enchaînent 3 victoires, ce serait un statement à ce stade de la compétition après avoir battu l'AC Milan. Donc vraiment, moi je pense que Naples est dans une vibe assez intéressante. Ouais, non seulement c'est un statement, mais ça leur permettrait de prendre une grande longueur d'avance parce que là, ils ont 4 points de plus que l'Inter déjà. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite en 10 journées. Et ils ont 6 points de plus que l'Atalanta, qui est 3e. Donc on va voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, mais là ils sont sur 10 matchs d'affilée sans défaite, et ils ont encaissé un seul but sur les 8 derniers. Donc, et contrairement aux autres, il n'a pas de Coupe européenne à jouer, je pense. Ouais. Il est concentré sur la Coppa Italia et le championnat. Moi, je pense que il y a moyen. Et puis il y a Vara qui a envie aussi, je pense, de faire une grosse saison parce qu'il veut partir. Il y a des options. J'ai vu ce matin dans la presse, on parlait de autant Paris depuis toujours, mais on parle ce matin de Liverpool, d'Arsenal, on parle un peu de Première Ligue. Donc on sait jamais en fait, tu vois. Donc je pense que ça donne un effectif assez chaud. Et ouais. Moi, j'ai aimé le move en début de saison. C'était peut-être pas le move le plus facile, mais I guess que si Osimhen voulait partir et que tu pouvais pas le garder, bah, tu te dis, tu veux pas pourrir ton vestiaire, laisse-le partir, tu assumes, et finalement, bah, ça marche bien. Donc, ouais, Naples, faut garder un œil sur eux. Est-ce que Naples sera champion d'Italie? Je ne sais pas, mais il y a moyen avec Antonio Conte. Et ça ferait encore une fois
Un Conte qui nous fatigue. Un Conte, chaque fois il arrive, il gagne des titres en fait, et puis il se barre. Tu vas voir, il va gagner, il va se barrer, tu vas voir. Mais c'est un vrai. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que Scott McTominay va soulever la Serie A. C'est incroyable. Je te dis que Gilmour, avec c'est ton Gilmour. chouchou Billy Gilmour, voilà. Et Gilmour, mec, c'est deux Écossais qui sont en train de... Et puis, Scott McTominay, la renaissance aussi, quand même, en Italie, je m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi vite et qu'il joue aussi bien. Donc, franchement, surprenant. Très surprenant, cette équipe de Naples. Surprenant, ce Napoli, comme une autre équipe qui commence par N, j'ai pas trouvé de meilleure transition, c'est nos amis de Nottingham Forest en Angleterre, qui ont totalement changé de visage eux aussi, qui étaient la 15e moins bonne défense de Première Ligue saison dernière, et qui là est la meilleure. La meilleure en Angleterre, la recrue Nikola Milenkovic, le recrutement de Milenkovic en défense centrale, a bien aidé Nuno Espirito Santo. Et c'est pas l'équipe la plus kiffante à regarder peut-être, 40% de possession, voilà, c'est très très costaud derrière avant tout, mais en vrai ça marche, et ils sont plutôt bien équilibrés, par exemple avec ce 4-2-3-1, où tu as Hudson-Odoi, Elanga, Morgan Gibbs-White, ça fait une plutôt belle ligne offensive pour mettre derrière, ça aussi c'est un de tes chouchous, l'immense, le génial, un des meilleurs buteurs de Première Ligue cette saison avec déjà 7 pions, Chris Wood. Non, Wood de Burnley. le très très grand Chris Wood, qui est aussi en train de porter Forest. Donc ça fait qu'actuellement, Forest, ils sont 7e de Première Ligue, avec exactement le même nombre de points et exactement la même différence de but que l'équipe hipster, c'est par exemple l'équipe de Willou, tu vois, Brighton. En soi, c'est exactement pareil que Forest sur ce début de saison. Et Forest a fait match nul contre Brighton. Forest a battu Liverpool à Anfield. Ils font vraiment un début de saison surprenant. Et du coup, je sais pas si, vu leur style, je sais pas si c'est l'équipe sur laquelle je partirais pour faire une vidéo entière de 30 minutes, machin. Mais dans cette vidéo, ils méritent qu'on en parle. Et on verra, parce que la PL, on sait à quel point c'est costaud. Mais par exemple, Elliot Anderson, qu'ils ont pris à Newcastle, vraiment superbe pioche, ça marche fort. Ils ont toujours notre ami Ola Aina, qui lui aussi se retrouve dans toutes les drafts. Et avec Murillo, que j'avais mis dans mes joueurs à suivre, je pense, début 2024, un central Murillo, perceur, là, vraiment la perceuse. Ça fait avec Milenkovic une belle paire. Et ils ont Ward-Prowse aussi, même s'il n'a pas beaucoup joué sur ce début de saison. Donc ouais, ils sont intéressants ces petits gars de Forest. Je suis d'accord avec toi par rapport à Forest, ça montre encore la force de la Première Ligue, comment tu peux passer de relégable à jouer genre l'Europa League ou jouer la Conference League ou jouer genre la première partie de tableau d'une saison à l'autre, tellement les gars ont les moyens, tellement le championnat a de la visibilité et tout ça, tu vois, genre donc du coup quand je regarde défensivement parlant, je pense qu'il y avait pas mal de soucis l'année passée, maintenant qu'il est parti, je pense qu'on peut en parler, mais il y avait des problèmes, je pense, parce que Murillo, finalement, il y avait une concurrence entre Niakhaté et puis Murillo. Niakhaté, il est allé à Lyon. Finalement, quand il revient de la Coupe d'Afrique des Nations, il perd sa place, alors qu'en première partie de saison, il est titulaire et ça marche plutôt bien. Il y a le changement de coach, t'as Nuno qui arrive, t'as Murillo qui joue et qui joue bien. On peut pas le lui enlever là, franchement, c'est pas un mauvais joueur, donc il joue plutôt très bien. Et donc du coup, je pense que cette deuxième partie de saison au niveau de Nottingham, plus les points enlevés la saison passée, ça a été assez compliqué. Et puis t'as aussi leur patron là, chaque semaine moi je le vois dans des affaires, je comprends pas. Attends, comment il s'appelle là, juste hier je revoyais encore c'est pas un grec. Ah, Evangelos Marinakis, Marinakis, le chairman, lui il est dans toutes les marinades. Ouais, il est dans toutes les marinades, lui il est dans toutes les sauces, lui je comprends pas, lui de tous les problèmes il est là, je comprends. Lui, il y a rien de clair dans son affaire. Il y a rien de clair dans son affaire. Comme j'ai pas de preuves, je ne sais pas ce qui se passe, je peux pas m'avancer beaucoup plus avant qu'on vienne m'attaquer ici pour diffamation. Donc je peux voir que ce que je lis dans le truc. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses assez compliquées au niveau de Nottingham, première partie et voilà, les premiers mois de Nuno assez compliqués. C'était pas son effectif aussi. Maintenant, il a son effectif, il a fait son mercato, il a fait ses choix. Et tout, faut pas oublier que ils ont changé de coach en milieu de saison parce que l'année passée, en début de saison, c'était l'autre frérot là, j'ai oublié son nom, qui a les yeux, on dirait, il a jamais dormi à chaque fois. Steve Cooper. Je pense que c'était lui. Je pense que c'était Steve Cooper qui était le coach si je ne m'abuse. Donc ouais, pour moi, c'est une équipe qui a du potentiel, qui a de très bons joueurs. Ils ont les moyens.
voilà, il y a moyen que Nottingham vienne se placer et se battre genre entre la 9e, la 8e place, la 7e place. Encore des déplacements compliqués, tu vois. Moi, ça qui m'énerve avec ce championnat-là, c'est que ça nous fait des déplacements nous compliqués. On va jouer, tu sais, tu vas jouer Brighton, tu sais que Welbeck peut te planter un but à tout moment, tu sais que Mitoma peut te dribbler, tu vas jouer là-bas, le truc c'est Wood, il va venir sur un coup de pied arrêté, il va mettre une tête et tout, malentendu, ils vont claquer un but, ou c'est Elanga, il va enrouler. C'est comme ça qu'ils ont battu Liverpool en début de saison, tu vois, ils vont battre Liverpool à Anfield, but de Elanga, je pense, si je ne m'abuse, défensivement anormalement solide, en fait, il laisse rien passer. Non, moi, c'est une équipe qui peut nous faire mal. Et encore une fois, c'est la patte Nuno, on l'aime pas. Moi, je suis pas un trop grand fan, mais je respecte le travail qu'il a fait, surtout à Wolverhampton dans le temps, parce qu'il les a pris des bas-fonds, il les a amenés au sommet. Bon, là, peut-être qu'ils vont redescendre cette année, je sais pas, là, je ne leur souhaite pas, mais ouais. Non, franchement, j'ai hâte de voir la saison de Nottingham, mais belle équipe à suivre. Ouais, c'était Hudson-Odoi qui avait marqué contre Liverpool. Mais les deux sont, ils ont Neco Williams aussi, ils ont vraiment pas mal de petits gars sympas. Bon, on verra, ça ressemble aussi au truc de début de saison où t'as toujours une équipe qui commence fort. Après, est-ce qu'elle a vraiment la capacité à vraiment sustain ce momentum et rester dans le top 10? Le top 10 en PL, il est assez chaud à aller chercher. Aujourd'hui, je parierais quand même plus sur Brighton que sur Nottingham. Mais voilà, ils sont pas mal. Même limite sur Brentford quand tu y penses, tu vois, tu as tes équipes là, même Brentford, tu vois, qui peut revenir et tout, mais ça montre quand même que tu as un ventre mou en première ligue là, mais qui est solide. Franchement, il est fort, il est très fort en fait. Il y a beaucoup d'équipes qui déçoivent, hein. Newcastle 12e, West Ham 13e, United bien sûr 14e. Ça me permet donc là de pouvoir faire la suite. C'est bien, on se suit un peu. Toi, t'es allé au niveau de Nottingham. Bon, Nottingham, c'est pas mal, je pense. T'es un peu en dehors de Londres, si je ne m'abuse. C'est pas mal, petite bourgade, tout ça là, c'est sympa. Moi, je suis plus dans le centre. Moi, je suis dans les quartiers de riches là. Je suis dans les quartiers de riches, de patrons. Là, on est dans le centre de Londres. On est à Chelsea, quartier, je pense, avec le square meters le plus cher de Londres ou quelque chose comme ça. Vraiment, si t'as pas de thune, tu vis pas à Chelsea. Le problème, c'est que de la thune, ils en ont, mais des points un peu moins. Bah, tu vois, Nottingham, dans Robin des Bois, si je dis pas de bêtises, il y a le shérif de Nottingham, la forêt de Nottingham. Le concept de Robin des Bois, c'est quand même prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres. Donc, nous, on va, les gars de Nottingham, là, on va un petit peu dans ton quartier et on voit s'il n'y a pas des petits sous à soutirer dans la magnifique banlieue de Chelsea. Je peux t'assurer qu'en tout cas, il y a des mecs, si tu vas chez eux, il y a des choses à prendre. Dissassi, Badiachil, il y a des tocards là-bas. Là. On va en reparler tout à l'heure dans une autre vidéo. Il y a un tocard d'or qui arrive. Mais franchement, j'ai envie de parler de Chelsea parce que Chelsea est une équipe qui, on va remettre en contexte. La saison passée, Willow est venu. L'année dernière, Chelsea a fini dauphin de Première Ligue. Très belle saison. C'est ça. Willow ne fait pas beaucoup d'erreurs. Franchement, je dis Willow sur 100% de passes réussies normalement dans un match, il tourne aux alentours d'habitude de 88, 89, tu vois. D'habitude, si la passe n'est pas arrivée, c'est parce que le gars n'a pas fait le bon appel. Et c'est ça le problème. C'est que lui, il avait confiance en Jackson, il avait confiance en Chelsea. Ouais. Chelsea un peu trop tôt, peut-être. Chelsea l'a trahi, donc la prédiction de voir Chelsea finalement deuxième n'est pas arrivée, mais Chelsea nous a fait quand même une belle deuxième partie de saison et Chelsea nous a montré qu'ils étaient capables d'aller chercher l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont en Conference League. Je regarde le tableau de la Conference League et ils doivent gagner la Conference League. Je veux même pas discuter avec eux. Je veux même pas discuter avec eux en fait. J'ai pas de discussion à faire avec quiconque à Chelsea. Faut pas nous fatiguer. Si arrivé au mois de juin, lors des 3 semaines d'affilée là où les 3 finales de Coupe d'Europe vont se jouer, si Chelsea n'est pas dans la finale de la Conference League, je dis bien, cette saison-ci, quoi qu'il arrive, c'est un échec. Faut pas qu'ils se foutent de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il va falloir que l'équipe aille à la hauteur des investissements qui ont été faits. Chelsea ne doit pas jouer la Conference League avec des... Willow, je connais aucune équipe là-bas, franchement, avec tout le respect que j'ai pour bah justement, depuis cette vidéo, t'en connais forcément une, la Fio, qui pourrait, qui est seconde des bookmakers pour aller en finale. C'est vrai, ce serait une belle finale, Chelsea. Voilà, Chelsea-Fiorentina, il n'y a que ça. Ou bien sinon, si les deux, ils s'annulent. Ils s'annulent en demi-finale ou ils s'annulent en quart de finale ou un truc comme ça. Ok, fair enough, ça, on peut peut-être accepter. Mais sinon, ils ont un effectif beaucoup trop fort. Maresca vient d'arriver, il se permet de faire tourner en Conference League et il fait jouer des Joao Félix, des Nkunku, des boys comme ça. Genre, c'est lunaire, en fait, par rapport au niveau. Pour te faire le top 8 de la Conference League, c'est Chelsea 1, Fiorentina 2. Après, on est sur Legia Varsovie, Lugano, Vitória Guimarães au Portugal, les Hearts of Midlothian, Jagiellona Bielorska et le Rapid Vienne.
Voilà. Et après, il y a pas mal de clubs qui n'ont pas de logo sur Google. Non, franchement, il manque que Marseille. Il y a que Marseille, tu peux mettre là-bas et puis ça marche. Ça, c'est gratuit pour un supporter de l'OM. J'ai fait exprès. C'est nullard, là. Il nous fatigue de te dire au Vélodrome quand même. Toi, t'es traumatisé de ton classique. Ça fait mal, franchement. Au Vélodrome, franchement, c'est honteux. Donc, du coup, tu regardes ça et tu te dis, c'est une équipe qui, normalement, cette saison, je pense, a l'ambition, en tout cas, de revenir dans le top 4 de la Première Ligue. Pour le moment, c'est pas plus mal. En début de saison, ils sont en train de bien jouer. Mais j'ai encore ce problème-là avec Chelsea. C'est pour ça que j'ai envie de les suivre au courant de la saison. C'est en Conference League, ils doivent confirmer. Il n'y a pas de discussion, ils doivent gagner. En championnat, ils doivent essayer de faire top 4, top 5. Ok, top 4, ça va peut-être être compliqué parce que là, sincèrement, le championnat, il est dur à tous les niveaux. Mais il y a un souci dans cette équipe, c'est comment elle va évoluer. Depuis l'année passée et depuis plusieurs, j'ai envie de dire, trucs, les mois avancent et on voit la même chose. En fait, ils sont nuls défensivement. Tu peux pas être aussi nul et encaisser autant de buts et des buts aussi bêtes et puis te permettre en fait d'avoir l'ambition devant de t'en sortir. Tu n'es pas forcément le genre d'équipe qui met 5. Oui, c'est vrai qu'on voit des Cole Palmer, des Jackson, les gars ils claquent des buts, tout ça et tout, mais tu n'es pas le genre d'équipe qui forcément doit se baser sur un football de je mets 5, je peux encaisser 3 et c'est pas grave parce que je vais toujours mettre un de plus que l'adversaire. C'est pas ce genre de football là que normalement ils doivent chercher à Chelsea. De mémoire, Chelsea c'est une équipe qui a toujours été solide défensivement. C'est eux qui détiennent le record avec José Mourinho, je pense. Du nombre de buts, le plus petit encaissé, je sais pas quoi, défaite, machin. Enfin, ils nous ont traumatisés. Les Gary Cahill, les John Terry, dans toutes les sphères possibles, Chelsea défensivement, ils ont toujours été normalement solides. Ricardo Carvalho. Mais toujours été solides, en fait. Moi, c'est pour ça que je suis choqué quand je vois aujourd'hui Chelsea. Je suis désolé. Paulo Ferreira. Merci beaucoup. Je suis pas un fan de Chelsea, mais tu les regardes et tu te dis, mais attends, non, c'est pas possible. Ils acceptent toute cette médiocrité-là. Donc, tu regardes le match, par exemple, là, au moment où on fait cette vidéo, ils ont joué il y a 24 heures face à Newcastle en Cup. Ils sont éliminés. C'est normal, mais parce que tu regardes le match défensivement, ils donnent 2 buts à Newcastle. En fait, tu donnes tu donnes littéralement 2 buts à Newcastle. On peut rien dire d'autre. On peut pas discuter. On peut pas parler. C'est pas normal, en fait. Donc, pour moi, il y a un problème, en fait. Autant tu peux pousser en te disant, oui, je travaille sur mon pressing, sur le fait que devant Nicolas Jackson, Cole Palmer, machin, les gars ne te laissent pas respirer. Le milieu de terrain, il y a de bons jeunes joueurs qui sont en train de venir. Enfin, on les voit jouer, des Lavia, des trucs comme ça. Donc, Enzo, Caicedo, machin. Donc, tu regardes, tu dis, ok, il y a ça, mais derrière, franchement, à la minute où ton capitaine, comme j'ai dit, il est constamment en télétravail, il n'est jamais là, en fait. Il est tout le temps à la maison. Les autres ne peuvent pas suivre. Donc, et le gardien est nul. Sanchez est tellement... L'année passée, je l'avais dit ici, je me rappelle, Bilou, moi, des fois, tu sais, il y a des trucs que tu sens. Et des gars, moi, j'ai pas besoin de te voir jouer 20 fois, hein. Je te vois jouer 2 fois, je sais que tu es un tocard. C'est pas grave. C'est mon avis personnel, peut-être je me trompe. Mais j'ai vu Sanchez, je savais que Sanchez, c'était pas ça. Regarde. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile. Donc, moi, j'aime. Et Colwill, t'en penses quoi en défense? C'est pas bon. Je suis désolé, genre, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à un leadership. Je m'attendais. Tu sais, une équipe peut être nulle défensivement, mais un joueur peut sortir du lot. Tu vois des équipes qui perdent des matchs, mais tu vois un joueur qui défensivement sort du lot, a fait son match en fait. Et je vois pas ça avec Colwill. Je le vois dans la même médiocrité que les autres. Je vois pas cette confiance-là. La dernière fois en championnat, j'en ai parlé. Il y a un ballon qui doit être dégagé, mais boulez-moi le ballon, je sais pas. Que quelqu'un juste dégage le ballon. Si vous jouez à Hot Potatoes et que le potato il est là, mais dégage le potato, frère. Je sais pas. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que Chelsea qui est en train de reconstruire totalement son effectif en faisant le pari de la jeunesse à mort, bah c'est sur le secteur défensif que tu payes le plus la jeunesse en général. Quand je vois Colwill 21 ans, même Wesley Fofana qui a 23 ans encore, Malo Gusto 21, c'est sûr que c'est une courbe d'apprentissage pour les jeunes gamins de Chelsea. Après, ils ont encaissé 11 buts, ça fait 1 de plus qu'Arsenal. Donc c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Je te vanne un peu. Non, mais ça, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que bon, nous aussi cette saison, on peut en parler sur quelques points, on se gère pas. Mais c'est vrai, défensivement. En plus, bon, on joue pas mal de matchs à 10 contre 11. Tu veux quoi? Nous, on finit jamais nos matchs. C'est vrai. Ça, c'est votre gros truc. Hein. On finit jamais nos matchs à 11 contre 11. Constamment, on encaisse. Le pauvre Raya, l'année passée, il avait le plus de clean sheet. Cette année, ça m'étonnerait. Donc, c'est assez compliqué. C'est ouf. Mais ce que tu dis là, c'est vrai.
Arsène Wenger l'avait dit une fois. Il avait dit que quand tu pars sur une saison et que tu veux lancer des jeunes, il y en a qui vont te faire perdre des points, tu l'acceptes. Ouais. C'est un parti pris que tu prends sur le long terme. Mais c'est juste que là, quand je vois, par exemple, Disasi, quand je vois Badiachil, quand je vois Fofana, quand je vois Kolo, même si Fofana, son début de saison, il est bon, mais quand même, quand je vois tout ça, je me dis, ils peuvent pas continuer comme ça. En fait, il y a des erreurs qui sont juste manifestement de base. Là, hier, face à Newcastle, outre les 2 buts que Chelsea donne, c'est même pas juste ça, c'est les occasions que Newcastle se crée sont des occasions de positionnement, d'alignement. En fait, tu sais pas c'est qui le leader, tu sais pas c'est qui doit parler, c'est qui est vocal, qui n'est pas vocal. Tu comprends pas le manque de lucidité défensivement de voir ton numéro 6 se faire presser et toi tu lui donnes le ballon. Mais pour aller où? Franchement, le même but que le Barça ils ont pris la dernière fois face à Monaco en fait, tu vois. Donc ton gars se fait presser, toi tu vois que ton gars se fait presser. Toi, tu es là, tu es en face de lui. Et puis, tu vois l'autre derrière lui et puis tu donnes le ballon. Moi, des fois, je deviens fou. J'ai rarement vu Stan aussi à fond sur les performances de Chelsea, mais c'est bien, tu leur souhaites le meilleur. Mais c'est parce que comme j'ai dit, tu sais, moi, je suis pas... Enfin, tu me connais, moi je suis pas malhonnête quoi en fait. Moi j'ai pas de problème, tu vois. Moi sincèrement, comme tu as dit dans ta vidéo du Ballon d'Or, que le meilleur gagne quoi. Moi j'ai pas trop de problème, tu vois. Que si le meilleur a gagné ou le meilleur n'a pas gagné ou machin, moi je m'en fous, je passe à autre chose. Mais là, j'ai besoin d'un Chelsea fort. Comme ça, quand je vais les taper lors du derby de Londres, ils auront rien à dire, tu vois. Écoute, peut-être que pour devenir un petit peu plus solide défensivement, Chelsea peut se baser et peut aller piocher chez son club satellite, qui est le 5e club de la vidéo, le 3e qui m'intéresse dans mon top 5. C'est les Amis strasbourgeois en Ligue 1, depuis qu'ils ont été repris par le fonds d'investissement qui possède Chelsea, par Blueco. Et ils ont fait de grosses recrues, ils ont fait encore un énorme mercato. Et ouais, c'est pas mal quoi, avec leur jeune coach anglais Liam Rossenior. Ils sont 9e là de Ligue 1, donc pile à la moitié, pile ventre mou 18e. Mais par contre, ils ont la 3e meilleure attaque de France derrière Paris et Marseille. Ils ont eu un énorme calendrier, donc franchement, il y a moyen que Strasbourg, même sur la 2e partie de la première partie de saison, là, avant la trêve, prennent pas mal de points. Parce que pour l'instant, ils ont joué Lyon à Lyon, Paris Marseille. À Paris, c'est leurs 2 seules défaites. Ils ont joué Marseille qu'ils ont battu. Ouais, ils ont joué Lille à Lille, où ils ont fait 3 partout. Et ils ont joué Lens, 2 partout. Mais donc, ils sont bons, eux. Ouais. Ils ont fini. Ils sont costauds. Ouais, franchement, ils sont pas mal du tout. Ils encaissent trop de buts encore. Mais 19 marqués avec cet énorme calendrier-là. Et ils ont par exemple un des meilleurs buteurs de Ligue 1, Andrei Santos, justement, Chelsea. Milieu central, qui a été prêté par Chelsea, qui a 5 buts déjà, qui a une grosse activité, gros volume, intéressant dans sa projection. Ils ont pris le petit Sébastien Nanasi aussi, qui est vraiment sympa. Les Dylan Bakwa, etc. Emmanuel Emega, néerlandais, que j'aime bien sur le papier. Ils n'ont pas pris un de vos boys là de Lyon. Diego Moreira? Non, un des jeunes de... Il n'y a pas un jeune de Lyon là, du centre un jeune qui devait monter ou quelque chose qui allait à Strasbourg? Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis trompé. Il me semblait qu'il Non, c'est possible. Ils ont recruté vraiment de partout. Qui est-ce qu'ils ont pris? J'avais vu... Ah oui, Mamadou Sarr, bien sûr, défenseur central. Oui, c'est ça que je disais. Il y avait un boy qui devait être genre une star à Lyon, en tout cas, qui était les prospects, pardon, les gros prospects. Un défenseur central, effectivement, qui ont acheté 10 millions. Ouais. Voilà, donc pas petit en plus pour ce truc-là. Donc oui, non, intéressant Strasbourg, franchement très intéressant. Ils mettent l'argent, et après c'est intéressant parce que, il y a un coach là qui est en train du coup d'éclore un petit peu sur le devant de la scène, et en même temps c'est intéressant parce que tu te demandes comment te positionner exactement par rapport à ça. Ça fait vraiment club vitrine, un peu exposition des joyaux, développement. Et tu sais que s'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui percent, Chelsea est juste derrière pour les récupérer, même pour faire une revente. Willou, excuse-moi de te couper. Moi, j'espère que dans tout ça, Habib Diarra, il va pas aller à Chelsea, hein. Franchement, parce que il y a que lui qui m'intéresse là-bas dans Strasbourg. Désolé, hein, les gars de Strasbourg. Je vous aime bien. Apparemment, l'Alsace-Lorraine, tout ça, c'est bien sympa. J'aimerais bien venir un jour. Il y a pas des spécialités, des pâtisseries, là, Strasbourg. Ils ont pas des spécialités là-bas, là, un peu, non? Ou bien des trucs, non? Je suis pas sûr, peut-être.
Apparemment, des trucs allemands un ouais, peu. Ouais, des trucs allemands, là, un peu, ouais, un des peu pas mal. pretzels strasbourgeois. Voilà, des pretzels strasbourgeois. Tout ça, moi, je suis down. Mais s'il vous plaît, Habib Diarra, qu'il aille pas, non, parce qu'en fait, ça va finir dans un truc de prêt à gauche et à droite. Tu vois, moi, ça qui me stresse avec Chelsea. Donc, il y avait que ça que j'avais à dire. Et c'est bien que tu aies fait ce lien là, Chelsea truc, parce que cet été, il devait peut-être partir à la Juve, mais il ne l'a pas fait. Et il est capitaine de l'équipe, d'où la raison pourquoi j'en parle. Et c'est un de nos top prospects sénégalais dans les prochaines années là, franchement. Ouais, clairement, donc, gros joueur à suivre en Ligue 1. J'espère qu'il va éviter Chelsea. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que pour avoir parlé à quelques supporters strasbourgeois, ils sont un peu partagés là-dessus. À la fois, c'est niveau jeu, c'est peut-être un petit peu plus emballant qu'à une époque et ils ont des joueurs intéressants. Ils sont capables de faire des mercatos comme là, mercato estival. Ils ont acheté pourquoi genre, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais genre plus d'une 50aine de millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, ça, pour un club de Ligue 1 de cette stature-là. C'est énormément d'argent, genre. C'est beaucoup d'argent. Et en même temps, t'as un peu la sensation qu'ils ont perdu le contrôle de leur club aussi, et que tu sais pas sur quoi ça va bâtir vraiment. Si demain, tes joueurs performent, ils peuvent repartir comme ça. Et ça pose un peu la question de la multipropriété quand t'es pas le club au sommet de la pyramide. Ça peut être un petit peu difficile à accepter malgré le fait que les résultats soient meilleurs. Ben moi je vais t'amener directement de l'autre côté. Alors où est-ce que j'étais là? Parce que moi je suis un peu. Ben en fait, actually, je vais rester en France parce que mon 5e choix n'était pas trop clair, mais je vais rester en France. Ça va me permettre de pouvoir le faire avant de passer. C'était un choix plutôt par rapport à. Je dirais c'est même pas un club, c'est plusieurs clubs. Et c'est plusieurs clubs et c'est plutôt ces clubs français-là en Ligue des Champions que j'ai envie de suivre, en fait. Si tu me dis, moi j'ai envie de suivre, je suis curieux. Je sais pas pourquoi je suis curieux. Le classement ça se passe bien, hein, on a bien commencé là. C'est bizarre. Vous êtes pas censé être là. Non. Vous êtes pas censé être là. Normalement, franchement, entre vous et moi, le classement, le top 8 de Ligue des Champions, la dernière fois, je me suis posé, je discutais avec mon père, on discutait comme ça et je lui dis, le top 8 de Ligue des Champions, c'est quoi? On était plus ou moins d'accord. Top 8 de Ligue des Champions, ça doit être normalement, hein, plus ou moins, tu dois te dire, tu dois avoir City, Liverpool, Arsenal. Tu dois avoir le Real et le Barça. Tu dois avoir normalement le Bayern, l'Inter, et j'en rajoute un autre. Peut-être, et là, c'est là où tu tombes en balance un tout petit peu. Tu te dis, est-ce que tu rajoutes un Italien? Je rajoute le Paris Saint-Germain, dépendamment. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as à peu près une idée de ce que pourrait être ton top 8. Mais là, tu regardes le top 8, ça n'a absolument pas l'air de ça. Il y a des intrus. Il y a des intrus. Tu veux dire que c'est pas normal que Lille batte les deux clubs de Madrid et que Brest fasse match nul contre Leverkusen et que Monaco batte le Barça? C'est des questions à se poser, à savoir réellement, en fait, Pep Genesio, est-ce que réellement il ne devrait pas juste être un coach que des grands matchs? Parce que lui, je comprends pas. Lui, il suffit que... Coach européen. Comme le gardien qui fait que les matchs de coupe. Je te jure. C'est ça, exactement. Dans le temps où Mourinho, il faisait tourner entre, comment il s'appelait là, Diego l'autre là, et puis Iker Casillas en championnat, ou bien entre tel et puis tel. C'est la même chose, en fait. C'est de se dire aujourd'hui, t'as un coach en Ligue 1, et je vais commencer d'ailleurs par ces Lillois-là, que je trouve assez intéressant, où je me dis, le championnat, c'est une chose, les suivre, mais en Ligue des Champions, je pense que ça va être autre chose, parce que à ce stade-ci de la compétition, t'as assez de points pour normalement, vu ton calendrier, te dire que tu devrais minimum être barragiste. Normalement, tu vois. Ce qui est assez intéressant. Donc, je me dis, jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans cette compétition-là? T'as 3 clubs français, t'as 4 clubs français, mais t'en as 3 qui sont vraiment en train de faire des parcours assez surprenants. Monaco. Qui est 4e avec 7 points. Exactement. T'as Monaco qui est 4e avec 7 points. T'as Brest qui est 5e avec 7 points. Et t'as Lille qui a 6 points. N'est-ce pas? Tu regardes ça, tu regardes ça, et là, en début de saison, on en avait discuté un tout petit peu, on avait parlé un peu des gens dans Football Manager, tout ça. Moi, j'ai eu l'occasion de voir dans FIFA, dans machin, tu te dis, ok, tu regardes à peu près le nombre de points qu'il te faut et tu te dis que bon, les gars, normalement, aux alentours de 15 points, ils sont assurés de passer au deuxième tour. Normalement, de faire ça, c'est top 8, tu vois, 15 points, 16 points, 17 points, tu es presque sûr, ça dépend de comment ça va se jouer. En bas, à 12 points, 13 points et tout, tu es dans le ventre mou. Même à 14 points, même tu peux être serré, tu peux être 9e, tu peux être 10e, machin, et tout ça. Donc, je me dis que tu as des clubs aujourd'hui français qui sont capables, je pense, tu pourrais avoir peut-être 3 clubs français en 32e, c'est quoi? C'est les
16e de finale. Pardon, en 16e de finale de Ligue des Champions. Tu peux avoir les 4, je pense. Hein. Bon. Sauf là, franchement, Monaco et Brest, c'est très très bien parti. Et Lille a déjà joué le Real et l'Atlético, donc ils ont des matchs un peu plus simples aussi. Bon, et après, ils ont quand même la Juve qui arrive là, je crois. Voilà. Bon, Paris, je veux pas être pessimiste. Mais il y a une partie en moi qui me dit Paris peut finir 20... D'accord. Non, si Paris finit pas dans le top 24, parce qu'il y en a déjà, ils ont déjà leur ticket pour entre la 25e et la 36e. Hein. Le Slovan Bratislava, c'est bon, ils ont composté leur billet. Young Boys, Salzbourg, Étoile Rouge, Sturm Graz. T'as déjà 5 équipes qui sont à 0 points. C'est les adversaires de Paris le problème. Les adversaires de Paris sont tous dans la merde eux-mêmes. Le Bayern doit gagner des points. Atlético doit gagner des points. Si eux tous ils tapent Paris. Paris prend 2 victoires sur les 4 derniers matchs là. Ils ont combien? Est-ce que c'est suffisant? Peut-être c'est pas suffisant. Hein. Toi, tu rigoles. Ça, j'ai dit, moi, je sais pas. Moi, je t'ai dit 3 clubs français. J'ai pas calculé Paris. Hein. Je m'excuse pour les fans du PSG. Vous êtes les plus nombreux. Vous êtes peut-être fâchés, mais moi, j'ai dit, je veux suivre des clubs français en Ligue des Champions. J'ai dit Lille, Brest, Monaco. C'est les 3 que je veux suivre. Parce que je sens qu'il y a une vibe, je sens qu'il y a quelque chose et je sens qu'il y a un football sans complexe. Monaco, c'est une belle équipe avec plein de jeunes. On l'a vu cette année. Toi-même, t'as eu l'occasion d'en parler. Je pense que tu avais mis Zakaria dans ta draft, si je m'abuse, ou je suis plus trop sûr. Mais Zakaria, franchement, il un travail incroyable dans cet entrejeu-là. Que dire de Lamine Camara, lui aussi, qui est au top de sa forme, et ça me fait plaisir de le voir comme ça. On parlait tout à l'heure de Habib Diarra. Moi, ça me fait plaisir de voir cette nouvelle génération au Sénégal là, parce que on a une CAN dans 1 an, et c'est fini la génération, entre guillemets, j'ai envie de dire, reste encore Gana Gueye, mais Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, machin, tout ça, Sadio Mané, bon, ça commence à finir. Donc, avoir ces jeunes-là, des Pape Matar Sarr qui jouent des Habib Diarra, des Lamine Camara, ça fait plaisir. On Lamine Camara chaud à Monaco. Que dire encore de d'autres boys, des Minamino, machin, tout ça, et tous les jeunes français là qui sont là-bas, tous ces boys là de 20 ans, 21 ans et tout. Donc, tu as une très belle équipe en fait. Et tu regardes cette équipe-là, tu la vois jouer en Ligue des Champions. Finalement, elle n'a fait que confirmer ce qu'elle a fait plus ou moins en pré-saison face au Barça. On pouvait dire que c'était un trophée grand-père, machin, c'était pas important, mais ils ont fait que confirmer. Donc moi, je vois une équipe décomplexée avec un coach qui est dangereux. Franchement, on parle pas assez, il est dangereux. Moi, ça me stresse un peu de dire son nom de temps en temps. Mais le frérot, il est dangereux, franchement. Donc, je regarde ça et je me dis, non, c'est une équipe qui est capable, je pense, aujourd'hui, d'aller chercher ce 8e de finale de Ligue des Championnats, dépendamment de comment le calendrier va se passer. Mais pour le moment, quand tu as déjà joué les plus gros, plus ou moins, et que tu as déjà allé chercher des points face à eux, et que tu n'as qu'un seul match à jouer face à eux, ça joue. En fait, tu peux pas l'enlever. C'est pour ça que moi, je te parle de Paris. Si on doit dire dans l'idée de suivre des équipes, ce que je disais, mais Paris, moi, je stresse pour eux. Parce que je dois parler de Paris, je vais suivre, on va très bien suivre ce qui va se passer en Ligue des Champions, pas besoin d'aller dans les détails ou machin, mais je m'inquiète parce que tous leurs adversaires prochains sont des adversaires difficiles. Même à Salzbourg, ça va être difficile. Même, je pense qu'il y a des Salzbourg, des trucs comme ça dans le chemin, là, je pense que ça va pas être si simple que ça. Donc, ça promet, ça promet. On en reparlera en fin d'année, où on aura joué à la fin d'année 2024 6 des 8 journées. Il restera 2, hein. Oui. Ouais, il restera 2 en janvier. Qui promet, cette saison, ça va reprendre très vite. Hein. Après les fêtes de Noël, il n'y a pas de répit. On attaque direct avec de la Champions en janvier et des matchs décisifs. Ouais, mi-janvier et fin janvier, parce qu'on doit finir. Et entre-temps, je sais même pas quand ils vont faire les matchs. D'habitude, début janvier, c'est là où ils nous balancent les matchs de Supercoupe. Tu vois, les gens en Espagne, quand ils font leur truc à 4, voilà, Italie, machin, tout ça. Donc, je sais pas comment ils vont se gérer. Faut que je revoie le calendrier. Mais ouais, ça va être chaud. Donc, moi, je pense que, en tout cas, décembre, j'ai hâte. On arrive le 31 décembre. Et on saura, mais dans les clubs français là, je m'attendais pas à ça. Les 4 français là m'impressionnent, les 3 pardon m'impressionnent. Là sur les matchs de janvier, le PSG reçoit City le 22, c'est la 7e journée, et après la 8e journée, c'est le 29 janvier, c'est multiplex avec 18 matchs en même temps de 21h à 23h. Et ça, on n'a encore jamais vécu ça dans le monde du foot. 18 matchs de Ligue des Champions en simultané. Ça va être... il va falloir 3 jours pour débriefer tout ça. ça va être une dinguerie. Ouais, je te jure. Je pense que mieux vaut faire un live ce soir-là. Hein. Juste t'asseoir, en fait. Tu t'assois et tu discutes avec les gars et tu dis, bon, voilà. Un live marathon, 24 heures. Non, c'est tout. Oh, but à Brest.
J'ai envie de finir sur deux clubs pour compléter mon top 5. C'est un qui justement a très mal démarré en Ligue des Champions, mais c'est un peu... il faut pas trop s'y fier. Et justement, je les ai pas cités tout à l'heure quand j'ai parlé des équipes qui étaient à 0 points et qui étaient déjà pour moi dans mon esprit sûres de terminer, de finir éliminées. Parce que pour l'instant, ils ont 0 points. Pour l'instant, 3 défaites en Ligue des Champions, mais les 3 d'un petit but. Et c'était contre l'Atlético Madrid, contre la Juve et contre Liverpool. Et c'est une très très bonne équipe parce que le RB Leipzig fait un départ absolument canon en Bundesliga. 3 buts encaissés, c'est la meilleure défense d'Europe, tout court, des 5 championnats majeurs. Ils ont un Openda qui est assez chaud, qui a déjà marqué 5 buts en Bundes. Ils ont encore la paire qu'ils peuvent faire avec Šeško, qui je pense continue de progresser, même contre la Juve, qui a marqué un doublé en Ligue des Champions, qui a aussi quelques buts en Bundesliga. Ils ont encore Xavi Simons, ils ont recruté Nusa, ils ont vendu Dani Olmo, ça n'a pas l'air de l'avoir posé trop de problèmes, parce qu'ils sont à la 2e place de Bundesliga, et je vais dire à égalité de points avec le Bayern, si je dis pas de bêtises, voilà, 20 points chacun. Leipzig, pour le coup, c'est le club absolument détesté en Allemagne pour des raisons historiques. Ils vont jouer Dortmund ce week-end en déplacement, donc on va voir là aussi un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Mais on a beaucoup parlé bien sûr de Leverkusen, qui est pas loin encore, même si un petit peu plus. Finalement, entre Bayern et Leipzig, les deux qui sont à 20 points, Leverkusen est derrière et 3e à 15. Donc il y a vraiment ce duo-là qui commence à se détacher un petit peu en Allemagne. Et Leipzig, ils n'ont jamais gagné le titre. Ce serait sur un Bayern là qui est en reconstruction, il y a peut-être un petit truc à faire. Ça ferait pas beaucoup plaisir aux Allemands par contre que Leipzig gagne le titre, surtout l'année où Klopp il devient je sais pas directeur général de je ne sais pas quoi chez Red Bull, head of culture on va dire du groupe Red Bull, un poste un peu bullshit. Non, c'est que Jürgen, tu sais, bon, c'est la retraite, hein, tu sais, il faut payer, tu sais, les différents chalets qu'il a à travers l'Angleterre, les belles petites maisons de campagne, tout ça. Il faut payer les différentes hypothèques. Il faut payer les différentes hypothèques. Il fait déjà pas mal de pubs, je crois, en Allemagne. Tu le vois sur pas mal de produits et tout. Toujours à la télé, le petit Jürgen. Il est partout, genre, c'est un des rares coachs. Je pense qu'il a son contrat avec Adidas, machin. Il est à gauche, il est à droite. Klopp, c'est vraiment, Klopp veut nous faire croire que, j'ai dit Klopp, c'est le gars, il fait le socialiste alors que c'est un capitaliste de première catégorie. Ouais, il y a un peu de ça, Je sais qu'on lui reproche pas mal en Allemagne, encore plus maintenant qu'il a pris la tête de Red Bull. Non, donc du coup, Leipzig, je suis tout à fait d'accord, intéressant. Ils sont toujours bien coachés, avec Marco Rose qui est encore là, qui enchaîne. Donc, moi, j'ai hâte de voir l'évolution effectivement de Šeško aussi, hein, parce que je sais qu'à Arsenal, là, quand ils disent un nom comme ça, d'habitude, ils balancent ça comme ça. C'est le genre de profil. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai vu l'évolution de certains boys. J'ai dit, Šeško, c'est le genre de boy qui, je pense, Arteta, il a un œil sur lui parce qu'il a une vision de ce qu'il aimerait faire avec lui, d'un numéro 9, de sa versatilité et de pas mal de choses. Donc, j'ai hâte de voir lui aussi son 21 ans, 1m95, on l'a vu un petit peu à l'Euro, il se procurait pas mal d'occasions, un peu de mal à la finition, mais bon, il a 6 buts cette saison, dont 3 en Ligue des Champions, avec des matchs pas faciles, comme on a dit, hein, Atlético Madrid, Juve, Liverpool, pas mal. Ouais, donc en fait, Leipzig, ils ont joué leurs 3 matchs les plus durs déjà. Donc là, ils sont donc Leipzig doit aller chercher 15 points là, à partir de maintenant, plus ou moins. Ils doivent chercher entre 12 et 15 points là, normalement. C'est intéressant, je vais te dire tout de suite contre qui il joue. Prochain match, il joue le Celtic par exemple, il y a Moy. Ouais. Prochain match, il joue... Ouais, c'est ça, il joue le Celtic. Après, ils ont quand même ils ont pas chopé un bon calendrier. Ils ont un déplacement à Giuseppe Meazza contre l'Inter en 5e journée. Après, ils reçoivent Aston Villa. Après, ils reçoivent le Sporting Portugal, qui en vrai aurait clairement mérité sa place dans cette vidéo. Je vais peut-être en dire un petit mot à la fin. Et enfin, ils se déplacent en Autriche, Sturm Graz. Mais donc, non, en vrai, ils ont un calendrier pas facile en Champions. Mais s'ils sont éliminés, peut-être ça laisse du temps pour se focaliser sur la Bundes. Ouais, sur la Bundesliga, effectivement. Intéressant. Bon, on va voir. Et ça montre encore ce format Ligue des Champions, comment il est dur, hein. Ouais. Il est bizarre, hein. Franchement, il est bizarre. Moi, je sentais trop là, d'où il venir. Moi, je te dis, attendons fin décembre, ça va être clair. Quand les gars vont aller à Noël, là, ils vont commencer à faire quand on va dire résolutions de nouvelle année, ils vont dire pas de résolution. S'il vous plaît, que je sois dans le top 8 ou dans le top 24 Ligue des Champions. Les calculs qu'on va faire, ça va être un régal. Ça va être une dinguerie cette affaire. En tout cas, bon, on va sortir un peu de tout cela et on va aller alors du coup, moi, je vais t'amener en Arabie Saoudite. Je sais que c'est pas ta destination préférée.
C'est vrai que t'es tellement un grand fan de la Saudi Pro League. Ah ouais, on va ramener Wilou en Arabie Saoudite. C'est bien, ça va lui permettre de pouvoir se rafraîchir. En plus, il les connaît tous en plus. C'est que les anciens amis de Wilou, ils sont là-bas en Saudi Pro League. J'ai envie de parler en Saudi Pro League en fait, c'est intéressant juste globalement. On suit de loin, ok. C'est vrai qu'on n'a pas le temps forcément là, ça c'est une réalité de regarder les matchs ou whatever et tout. On suit vraiment Wilou, il a même pas les jumelles. Toi, là, à peu près là. T'essaies de regarder comme ça avec tes yeux, genre je vois pas, je suis pas sûr, mais il y a effectivement pas mal de retraités ou de pré-retraités qui sont là-bas. Un fait assez intéressant et ça me permet de finir. Je vais carrément finir, je pense, avec les deux derniers. C'est ce parallèle-là entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, deux projets totalement différents, deux projets qui sont pas au même stade. La MLS, ça fait des années. L'Inter Miami qui sort d'une saison tout simplement extraordinaire en MLS. Ils ont battu le record de points en MLS, donc 74 points. Léo Messi n'a même pas joué toute la saison, il a été blessé, on s'en rappelle. Et quand tu vois où ils étaient l'année dernière aussi, l'année dernière, ils étaient quasiment parmi les derniers, non? Ils étaient derniers en fait, il y a même pas 2 ans, ils étaient derniers. C'était une des équipes les plus nulles de la ligue. Ça remonte aussi ce système à l'américaine là, un peu comme en NBA quoi. Tu peux être nul aujourd'hui et puis demain tu draftes un gars, tu fais tac tac, 2-3 moves, 2-3 tac et hop, tu es de retour pour jouer genre la 6e place, la 5e place dans la conférence ou un truc comme ça, ou même peut-être la 8e pour te qualifier ou la 9e pour aller en playoff tournament machin. Donc il y a pas mal de choses comme ça où tu te dis ce championnat là est assez intéressant. Donc Messi arrive, il change l'équipe, Suarez arrive, ça change encore l'équipe. Top saison de la part de Luis Suarez aussi à son âge. En plus de ça, il s'éteint les cheveux. Je pense que ça lui fait plaisir de revenir un tout petit peu dans sa jeunesse. Donc tu regardes ça et tu es comme Busquets, Jordi Alba qui claque un super Alba aussi, j'ai vu les stats sont assez hard, non? Non, incroyable, franchement. Donc, t'as vraiment une très belle équipe de l'Inter Miami qui joue globalement très bien. Je regarde ça en parallèle et je me dis, OK, là encore revient ce débat-là, qui sera un débat qui est toujours éternel et vachement intéressant. Mais bon, faut le prendre maintenant avec beaucoup de recul, sincèrement, sans trop d'émotion, plus la peine de trop se fatiguer. T'as un Messi qui, normalement, devrait, je pense, cette année, essayer de tout rafler. Il sera sûrement MVP. Ils vont peut-être gagner en playoff. Ils sont, je pense, déjà bien partis face à Atlanta. On va voir ce que ça va donner. 9e ballon d'or, loading, quand ça aura remporté la MLS. Mais moi, je pense que ça, c'est un truc que j'avais dit il y a un an, ou il y a un an, j'en avais parlé, on s'est moqué de moi. J'avais dit, c'est pas grave. J'ai dit, moi, je sais qu'il va faire 9, parce que je sais que il va faire un enchaînement où les gens seront même pas prêts, parce que c'est Léo Messi, quoi. Il est fatigant, il nous fatigue, donc. La finale de Coupe du Monde 2026 à Miami, là, c'est ça dont tu parles? Mais on le sait tous. On le sait tous, c'est 2026. La finale de Coupe du Monde, là, il peut la gagner, il peut la perdre, c'est autre chose. Mais juste, l'épopée, je sens qu'elle sera déjà mythique. À chaque fois qu'on lui pose la question, il fait semblant en disant, je sais pas encore, mais on sait qu'il sera bien là-bas. Tout ça, c'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être que nous, on pensait que le Qatar, c'était la fin, mais en réalité, la fin, peut-être, c'est de finir à Miami, dans un stade rempli de latinos, en fait, pour venir tuer le game. Peut-être c'est ça que Messi, il cherche, je sais pas. Mais et là, le Portugal de Cristiano Ronaldo, 44 ans, hisse en finale et c'est eux qui la remportent, t'imagines? Ce serait une dinguerie. Miskin. Cristiano, il a pas des problèmes avec la justice américaine, lui, il a pas des problèmes. Si, ouais, je sais même pas s'il a le droit d'aller jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, je sais pas encore. Je sais pas. Mais bon, là, on arrive à un point où je me dis, cette saison serait intéressant de suivre. Pourquoi? Pourquoi encore dans le débat, ça va être intéressant? Parce que la MLS finit plus tôt. Elle finit en décembre. Donc, je pense que le 7 ou le 8 décembre, on saura qui est champion de MLS. Est-ce que Messi va gagner ou pas? Si Miami gagne cette MLS-là, si Messi gagne, ils auront fait une saison tout simplement extraordinaire. Sans oublier que, entre guillemets, même si ça ne compte pas dans des critères du Ballon d'Or, et ça, franchement, on s'en fout, mais entre guillemets, sur les derniers mois, il aura gagné la Copa América, la MLS, machin, tout ça, et puis tout ça. Donc, tu vois. Donc, je regarde ça et je me dis, OK, voilà ce qui se passe là-bas. Léo est arrivé dès sa première année. En plus, il a gagné l'année passée la Leagues Cup. Donc, il a déjà eu un titre. Je regarde Cristiano et cette année, c'est la 2e saison et demie, on va dire, parce qu'il est arrivé en décembre et ça va pas bien. La vérité, c'est que ça gagne pas. Individuellement, c'est bien. Il a mis ses 900 buts ou ses 1000 buts ou je ne sais même plus, en fait. Il marque beaucoup de buts. Il y a pas de souci. Dans un championnat où c'est entre lui et puis Mitrovic, à chaque année, plus ou moins. Mitrovic qui continue à claquer ses 40 buts et tout. Mais je suis curieux de voir en Arabie Saoudite qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Al Nasser va réussir à gagner le titre? Cristiano cherche ce titre de championnat saoudien.
ça va être la deuxième saison full. Donc, s'il la gagne pas, ça va faire 3 années où il a l'opportunité de gagner le titre, il ne l'aura pas gagné. Donc, ça encore, c'est une pression supplémentaire. Pour le moment, c'est pas encore fini. Mais en face, ils ont une équipe de Al Hilal qui est juste trop forte, en fait. C'est ça le problème. C'est que dans un contexte saoudien, qu'on le veuille ou non, là où Leverkusen a fini invaincu, Al Hilal a fini invaincu la saison passée. Ils sont juste d'accord. Wilou n'est pas sérieux. Mais ils ont fini invaincus quand même. J'ai rien dit. Ils ont fini. Et je pense qu'ils ont fini invaincus avec mais j'ai entendu Leverkusen dans l'oreille gauche et Al Hilal dans l'oreille droite et ça m'a fait bizarre. Ça a fait un peu bizarre. Je pense qu'ils ont fait plus d'une 50aine et quelques de matchs invaincus. Ils sont juste incroyables, cette équipe-là, avec pas mal de joueurs qu'on connaît déjà. J'avoue, 31 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 101 buts marqués en 34 matchs. Non, franchement, c'était juste une machine, en fait, de guerre. Comment il s'appelle, l'autre Brésilien, là, des Malcolm, des Kalidou Koulibaly, des Mitrovic, des machins. Et tout ça sans Ney, en plus, qui a pas joué, du coup. Sans Neymar qui a pas joué, et Neymar qui est de retour cette saison. Ça aussi, ça faisait partie de, comme on dit, des points à suivre un peu. Je veux suivre Neymar en Saudi League cette année. Mais il y a Kano à Al Hilal. Oui. L'immense Mohamed Kano, que j'avais tellement kiffé Coupe du Monde 2022. Hervé Renard aussi, il l'adorait. Tout à fait. Hervé Renard qui est de retour en tant que coach de l'Arabie Saoudite depuis 48 heures. Mancini est parti en étant, je pense qu'il est avant-dernier, ou en tout cas des phases de qualification de Coupe du Monde, ça se passe pas bien, donc Mancini a décidé de partir. Renard est de Cancelo, Ruben Neves, Bounou. Mais une équipe incroyable. Franchement, Al Hilal, c'est une équipe, c'est une équipe, tu la mets en Ligue des Champions, il y a moyen, ils finissent 10e, hein. Ils finissent 9e, ils finissent même dans le top 8. Ouais, alors là, t'as craqué. Frère, arrête toi aussi. Tu rigoles, toi. Là, t'as craqué, mais ouais. Attends. Tout a priori négatif mis à part. Al Hilal, ils ont quoi de moins aujourd'hui que Brest, Monaco, machin, tout ça, les Leipzig et puis tous ceux qui sont là en truc, en termes d'effectifs, franchement. Ils ont pas joué des matchs genre à un moment contre des équipes européennes et pris des sales gifles sur des matchs de préparation. Ça, c'est possible, peut-être en pré-saison. Là, ils arrêtent pas d'enchaîner. Là, je regarde, tout est vert en fait. C'est vrai qu'ils avaient battu Com 1-0 en juillet. Ouais, sur un match de pré-saison. Fabregas, c'est pas mal. Vite fait, c'est vraiment toi aussi j'avoue, je trouve pas trop de matchs avec des Européens, peut-être. Ouais, tu cherches des matchs références, mais t'inquiète, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, non? C'est ça, on va arriver au match. On va peut-être voir la Coupe du Monde des clubs. Donc, ouais, non, j'ai hâte de voir. Franchement, je veux suivre un peu ce championnat saoudien-là sur plusieurs points. Donc, comme je disais, le premier, Cristiano Ronaldo, Al Nasser, vont-ils gagner un titre? Parce que là, ça va faire, Ronaldo n'a rien gagné. Il a gagné un titre vite fait là, mais je pense même pas que c'était un titre vraiment officiel, quoi. Moi, je parle de soit tu gagnes la Saudi Pro League, soit tu gagnes la Coupe du Roi. C'est un de ces deux-là, ou la Ligue des Champions. Là, ils ont été éliminés de la Coupe cette semaine. En plus, il a raté un penalty, malheureusement. Donc, apparemment, c'est le vent. C'est ce que les fans de Ronaldo, ils ont dit qu'il y avait trop de vent. Voilà, j'ai failli mourir, en fait. Ils ont dit que le vent était à 130 km/h. C'est pour cela que le vent a dévié. Après, j'avoue, s'il y a du vent à 130 km/h, il y a moins que ça influence un peu la trajectoire du tir, ouais. J'ai dit, oui, on va à 130 km/h. Le ballon, quand tu le poses, est-ce que le ballon ne bouge pas déjà au moment où tu la poses? Il bouge un petit peu. Faut pas nous prendre pour des tocards. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, il y en a, les gars, ils parlent après nous, on dit c'est pas grave. Donc, du coup, ouais, donc je veux voir ce Cristiano-là. Je veux voir aussi un peu Sadio Mané avec Al Nasser parce qu'il devait partir normalement. Il disait que, il allait partir, que ça marchait pas trop et tout. Finalement, il est resté. Ce début de saison est plus ou moins rassurant, en tout cas. Donc, j'ai hâte de voir. Je veux voir aussi Neymar avec Al Hilal et voir si Al Hilal va refaire la même saison que la saison passée. Donc, est-ce qu'ils vont encore empêcher Cristiano Ronaldo de gagner un titre? Parce que l'année passée, ils ont tapé Cristiano partout. En championnat, ils l'ont tapé. En finale de Coupe du Roi, je me rappelle, ou je sais plus quoi, ils l'ont tapé. À chaque fois, en fait, Al Hilal, il joue Al Nasser, il tape Cristiano. Le pauvre, c'est compliqué. Donc, vraiment, Cristiano a besoin d'un titre. Parce que sinon, en fait, il peut faire 4 ans en Arabie Saoudite et on pourra rien mettre sur son palmarès. C'est grave. Franchement, c'est grave. Pour ce calibre de joueur-là, quand même, normalement, tu dois avoir au moins un silverware que tu dois aller récupérer, tu vois. Donc, je m'attends à quelque chose là-bas. Et la dernière chose, c'est cette équipe de Karim Benzema, c'est Al Ittihad, que j'ai hâte de voir. Parce que, voilà, j'ai hâte de voir tout simplement. Parce que, Benzema, il a de nouveaux coéquipiers. Un boy comme Diaby, par exemple, qui en ce moment, je sais plus combien de passes décisives. Je regarde la dernière fois, j'ai dit, c'est comment, en fait? 9, ouais. 9 passes décisives, je te dis. J'ai l'impression que le frérot, il donne les caviars. C'est Kevin De Bruyne, Diaby, il est devenu là-bas, tu vois. Donc,
Bon, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va se... Non, mais c'est... J'avais mis 9 passes de... J'avais 9 passes de comment... J'avoue, ils ont un milieu de terrain Fabinho, N'Golo Kanté. À une époque, t'es content, tu peux mettre les deux ensemble. Gars, c'était le prime. C'est le prime quand même, tu vois, c'est pas mal. Donc, Al Ittihad aussi, Benzema, ça fait 2 ans. Bon, la première année un peu plus compliquée. Je m'attends aussi à voir des belles choses, tu vois. Genre, on regarde pas peut-être assez, mais on regarde assez pour voir qu'il n'y a pas assez de highlights qui nous font rêver, et puis tout ça de Karim Benzema et de tout. Donc, bref, j'ai hâte de voir un tout petit peu. Et donc, dans tout ça, comme je dis, c'est ce lien-là entre la MLS qui finit en décembre et un Messi qui peut être couronné et peut-être tout gagner avec cet Inter Miami-là. Déjà que la saison régulière a été exceptionnelle avec ce qu'ils ont fait. Et la pression que ça va mettre, en fait, entre guillemets, disons, entre guillemets, bien entendu, sur un tout petit peu, la Saudi League où le regard va être là-bas en se disant, est-ce que Cristiano, finalement, son équipe va finalement gagner un titre, ou est-ce qu'il va encore faire une saison blanche, ou est-ce que ça va être individuellement, alors que lui, il disait qu'individuellement, c'est plus les choses les plus importantes. Et pourtant, quand il claque ses 900 buts et ses 1000 buts, il nous rappelle qu'il les a claqués, c'est important, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quoi. Donc, dans un esprit collectif, j'ai hâte de voir un peu ce truc-là entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Duel à distance entre deux continents, séparés par l'Europe. Un est parti à droite, l'autre à gauche. Littéralement, chacun littéralement. Ok. Et voilà. Écoute, Stan, t'as presque réussi à me hyper sur la fin du championnat saoudien, ce qui est quand même un exploit. Donc, on va peut-être regarder 1 ou 2 matchs. Et du coup, pour les 3 auditeurs qui restent après ce passage sur l'Arabie Saoudite, je vais vous donner mon dernier club. J'ai partagé ma dernière position entre 2 finalement. On coupe la poire en 2. J'hésitais avec Villarreal, qui est 3e de Liga quand même, devant l'Atleti. Ouais. Et eux, c'est un petit peu comme Strasbourg. Ils ont déjà joué tous leurs gros, ou comme Leipzig en Champions, parce qu'ils ont joué l'Atleti, le Real, le Barça. Ça, c'est fini pour la première partie de saison. Ayoze Pérez est en feu, c'est genre le 2e ou 3e meilleur buteur de Liga. Ils ont toujours le petit Alex Baena, bien sûr. Mais en plus, ils ont pris un avant-centre, non seulement français, non seulement lyonnais, mais Montchaton, issu de l'AS Montchat, mon club de quartier, celui où moi je jouais. Bon, ils l'ont pas recruté à l'AS Montchat, mais le premier club de Tierno Barry, donc c'était l'AS Montchat. Nice. Et ouais, il est pas mal. Il a marqué 3 buts, donné 2 passes D. Il arrive là en provenance du championnat suisse. Avant ça, c'était la Belgique, 2e division belge même. Et avant ça, l'année d'avant, genre il y a 3 ans, Tierno Barry, il était à Sochaux, la réserve de Sochaux, en N3. Et depuis, là, il a joué contre le Real, contre le Barça. Donc, une trajectoire fantastique. Je me permets de te couper rapidement pour dire juste, et rajouter à ton point que Villarreal, j'ai l'impression qu'ils sont bons dans ça, parce que ça me donne un peu un parcours à la Nicolas Jackson. C'est ça. Exactement le truc auquel je pensais. En recrutement, ces derniers temps, ils sont très bons. Et même dans le profil, avant-centre grand, longiligne, qui se procure un gros volume d'occasion avec sa qualité dans la profondeur et tout, il y a un petit truc, je suis d'accord. Après, il y a toujours ton petit Sergi Cardona que t'aimes bien, ton Pape Gay. Ouais, Villarreal, on est allé se régaler chez eux pour la draft. Ouais. Donc voilà, c'est pas pour rien. Et du coup, je garderai un petit œil sur eux. Est-ce qu'ils peuvent faire top 4 ? On sait, Villarreal, c'est quand même maintenant, c'est un nom, hein, c'est dans le paysage, en Europe. Et j'hésitais entre eux. Et en vrai, j'ai mis eux parce que j'étais en mode un club par 5 championnats majeurs. Mais en vrai, je pense que le Sporting Portugal mérite 100% qu'on en dise un mot. Parce qu'on verra si Amorim il part finalement du côté de Manchester United. Là, il va partir en pleine saison, là, de ce que je lis, là, c'est là, maintenant. Apparemment, dans quelques semaines, après la prochaine trêve internationale, c'est ce qu'on dit. Et ils ont aussi perdu leur directeur sportif, enfin, ils vont perdre leur directeur sportif à City. Ça, c'est assez dingue, hein, l'histoire. Il y a Amorim qui va sans doute aller à United, et leur directeur sportif, Hugo Viana, qui va remplacer Tchiki fin de saison prochaine, enfin, fin de saison là, du côté de Manchester City, alors que les deux sont super proches en plus. À un moment, moi je pensais Amorim va remplacer Guardiola à City. Mais c'est ça que tout le monde disait, à la fin de saison. C'est ça que je comprends pas. Parce que tout le monde pensait que c'est ça qui allait se produire. Ouais. Oui. Mais bon, Guardiola peut-être veut pas partir. Hein. Peut-être Guardiola veut juste pas partir. Et puis quand t'es Amorim, il y a United, je comprends la tentation. Mais tout ça pour dire que le travail du Sporting depuis quelque temps, c'est juste une dinguerie. Que tu me parles de Al Hilal, qui est invaincu saison dernière, et c'est exactement le cas du Sporting cette saison, qui est au Portugal, 9 matchs, 9 victoires, 30 buts pour, 2 contre. C'est juste une folie. Ils sont aussi invaincus en Ligue des Champions, hein. 2 victoires, 1 nul, 0 défaite sur les 3 premières journées. Et vous allez les affronter, Arsenal, dans quelques semaines, 26 novembre.
j'ai hâte de ce match-là. En fait, moi, j'ai hâte de voir Gyökeres. Moi, c'est juste Gyökeres que je veux voir. C'est Gyökeres Saliba, c'est ça que je veux voir, en fait. Mais c'est ouf parce qu'ils font tellement du bon recrutement avec Hugo Viana qu'ils ont déjà trouvé le remplacement de Gyökeres. Ils ont un autre avant-centre scandinave, un Danois, si je dis pas de bêtises, Harder, qui a 19 ans. Pareil, on dirait une sorte de regen de Erling Haaland, qui est là, qui attend derrière Gyökeres et qui a déjà commencé à planter quelques buts. Ils ont plein de petits joueurs sortis de nulle part, un ailier droit là, de 17 ans, avec un nom de famille qui commence par Q, si je dis pas de bêtises. Vraiment une grosse team, et ils claquent tout le monde. Ils sont assez choquants, et je regrette pour eux qu'ils perdent leur coach. En vrai, franchement, c'est un peu dommage, parce qu'il y avait moyen pour eux de taper quelque chose de sympa en Champions, je pense. Hein. Ouais, en plein milieu de saison. Après... En tout cas, ça c'est un autre débat là, on en reparlera franchement, parce que je me demande juste, en fait, Amorim, il va à United pour jouer quoi? En fait, je veux comprendre, Non, tu sais, c'est comme quand tu viens, c'est comme si, moi c'est juste pour te donner l'image un peu, tu vois, je vais vous caricaturer l'image. On est à table, il y a Arteta, il y a Guardiola, il y a Arne Slot qui vient d'arriver, mais on peut rien contre lui. Arne, il est venu, il s'est assis, il a dit moi je mange. Donc, tout le monde est là. Et puis Amorim, il arrive en plein milieu du repas, en mode je cherche la cuisse de poulet, frère, doucement. En fait, on veut savoir qu'est-ce qu'il veut. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'il cherche. S'il vient pour jouer le maintien, ou pour jouer le machin, genre tenir United à flot, ok. Mais s'il vient en mode genre je vais devenir fou et je vise des trucs pour venir, parce que franchement eux ils sont assez nuls en ce moment, je sais qu'on peut tous les battre, donc faut pas qu'United devienne trop fort en deuxième partie de saison. Donc je sais pas, moi je sais pas c'est quoi son but, et encore une fois, si ça flop et que tu as laissé le Sporting dans cette genre, tu quittes une voiture qui fonctionne bien pour aller dans une voiture qui marche pas bien. Bon. C'est sûr. Après, l'attrait de la première ligue, on sait, toujours énorme. T'as des joueurs qui quittent des clubs top dans leur championnat pour jouer le fond de tableau en PL. C'est une autre dimension, et c'est un peu le end goal pour plein. United, t'imagines? Imagine en vrai United le challenge de être le coach qui redresse le club après 5 ou 6 échecs consécutifs, rien qui a vraiment très bien marché, à part peut-être une petite saison de Mourinho par-ci par-là, mais voilà, renouer avec la grande époque. Il va falloir plus de choses qu'un coach, et je pense qu'on va en parler dans ta vidéo, où on va décerner quelques récompenses individuelles. Les amis, on espère que ce top 10 vous a plu. Mettez-nous en commentaire votre équipe à suivre, la petite équipe sympa. On a essayé de couvrir le plus de monde possible. Mais il y en a plein. On vit un début de saison vraiment cool, notamment avec cette nouvelle Champions qui rebat un peu les cartes. Maintenant, rendez-vous chez Stan. On va décerner nos ballons d'or honorifiques, les docteurs honoris causa. On va essayer de faire un petit peu de justice dans ce monde de brut. Et on va parler aussi de ceux qui méritent peut-être une récompense un petit peu plus... je sais pas comment on peut caractériser ça, mais sévère. Ouais. Ils vont pas être contents. Le ballon de plomb. Il y en a, ils vont être fâchés, mais comme on dit, en fait, si t'es fâché, tant pis. Voilà. Tant pis pour eux. Et ça, c'est chez Stan. Cliquez, et merci d'avoir été là, les gars, comme toujours. Merci de votre force, de votre soutien. J'espère que vous allez passer un très très bon week-end. Et on se retrouve dans pas longtemps pour discuter Champions J4. Ça arrive bientôt. Bisous.